Bon mardi tout le monde, bienvenue dans votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir, podcast sur le CF Montréal. On va dresser ensemble au cours des prochaines minutes un pré-bilan de saison du CF Montréal. Pourquoi pré-bilan? Parce qu'on va attendre bien sûr la fin. On va attendre la fin, si vous le voulez bien, de la saison avant de dresser le bilan, mais on sait que le CF Montréal sera est déjà en fait éliminé de cette course aux séries pour 2025. Donc, il y aura des choix à faire, il y aura des décisions à prendre, il y aura des analyses également à poser sur pourquoi on revit saison après saison la même rengaine du côté du CF Montréal de on a une bonne saison, on a une mauvaise saison, on investit, on n'investit pas. Bref, il n'y a pas beaucoup de changements. Pas beaucoup de changements dans la façon de faire du CF Montréal. Et vous le savez, si on fait toujours les choses de la même façon, on va se retrouver toujours avec les mêmes résultats. Donc, la faute à qui? C'est un peu ce que je veux qu'on dresse aujourd'hui, ou en tout cas qu'on prépare, qu'on mette la table. Parce que dans notre bilan de fin de saison, je veux pas analyser des chiffres de maillot et vous dire, OK, tel joueur mérite un A, tel joueur mérite un C. Je pense qu'il faut aller au-delà de tout ça et regarder plutôt le résultat. Le CF Montréal est avant-dernier au classement au moment où on se parle dans l'association de l'Est. Pourquoi on est là? Pourquoi le CF Montréal est dans cette position-là? Est-ce que c'est les joueurs? Est-ce que c'est le coach? Est-ce que c'est la direction sportive? Est-ce que c'est les propriétaires? Et j'ai pris vos réactions sur la plateforme X. À 43%, vous croyez que c'est la direction sportive. À 41%, les joueurs. À 1%, c'est le coach. Et à 15%, le propriétaire. C'est donc, selon vous, la direction sportive suivie des joueurs qui sont la cause des insuccès du CF Montréal cette saison. La direction sportive, pour être franc, selon moi, a été active. Et moi, je suis content pour ça. Non, on n'a pas investi. Et je pense que le problème est beaucoup plus un problème de propriétaire que de direction sportive. Je pense que la direction sportive a fait avec ce qu'elle avait sous la main. Mais direction sportive, je trouve ça sévère de mettre le blâme sur la direction sportive. Et je vous explique pourquoi. Parce que cette direction sportive-là, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, qu'il soit jeune, qu'il soit pas jeune, que Corey Ray aille participer ou pas, est-ce qu'on lui a donné assez de latitude, est-ce qu'on l'a... c'était un omerta puis on l'a tassé, bref. Peu importe ce qui s'est passé avec lui, il n'est plus là au moment où on se parle, mais il y a eu beaucoup de chamboulements dans la direction sportive au cours de la saison 2025. Alors, je trouve ça un peu lourd de reposer sur les épaules de la direction sportive le résultat au classement du CF Montréal. Parce que, comme je vous dis, ils ont été actifs dans l'entre-saison. Ils ont été actifs également pendant le mercato estival pour essayer d'aider cette formation-là du mieux qu'ils pouvaient. Ils n'ont pas été chanceux. Il y a des joueurs qui ont été blessés. Je parle principalement de Vrioni, là, mais Sinchuk également, qui a été blessé une bonne partie de la saison. Bref, ça n'a pas viré nécessairement comme la direction sportive s'attendait que ça vire. Donc, moi, je trouve ça sévère de mettre le blâme sur la direction sportive. Sur les joueurs, je suis un peu d'accord. Et lorsque je regarde le bilan de la saison, que je descends la liste des joueurs, est-ce que ces joueurs-là ont tout donné? Moi, je m'attendais à plus de certains joueurs et on va le regarder ensemble dans le bilan officiel. Bilan qui sera déposé là pour, bien sûr, nos membres BBN Soccer. Donc, vous aurez le bilan complet pour les abonnés dans la formule du podcast réservé aux abonnés. Donc, 41% pour les joueurs. Il y a des joueurs qui n'ont pas tout donné. Ça, je vous l'accorde, puis je pense qu'on est capable de se prendre une feuille, de se fermer les yeux
et d'écrire des noms, à savoir qui a livré la marchandise, qui a joué en dessous de sa tête, qui a joué au-dessus de sa tête. Et selon moi, il y a beaucoup de joueurs qui ont joué. Il y a plus de joueurs qui ont joué en dessous de leur tête qu'au-dessus de leur tête. Et ça explique tout ça. Le coach, moi, je pense que 1%, c'est trop peu. Si j'ai un blâme à mettre, je ne vais pas le mettre directement que sur le coach. Mais il a définitivement il y a, comment je pourrais dire, une influence sur ce qui se passe sur le terrain, sur son adaptabilité, sur ce qu'il va chercher de ses joueurs. Le poste de coach, pour moi, est sous-évalué dans un club où on a une équipe jeune. Je vous dis pas que n'importe qui peut coacher l'Inter de Miami, mais selon moi, c'est plus facile de coacher un club comme l'Inter de Miami où il y a plusieurs vedettes établies, plusieurs vétérans qui savent jouer, qui ont connu du succès et qui connaissent la poutine. C'est plus facile de jouer contre ces joueurs, d'encadrer ces joueurs-là, comprenez-vous, que des jeunes comme au CF Montréal où ta stratégie initialement était de recruter, former, vendre. Donc, beaucoup d'encadrement. Faut que tu prennes certains joueurs amateurs pour en faire des professionnels. C'est beaucoup plus compliqué là-dedans. Donc ça, pour moi, le coach a un rôle à jouer qui est hyper important dans les résultats. Et je pense qu'on aurait pu être plus sévère à l'endroit des coachs. 1%, je suis surpris. Propriétaire, 15%, ben, c'est eux qui dictent la durée de l'investissement, mais investissement ne veut pas toujours dire retour sur l'investissement. Regardez les Galaxies, regardez Atlanta, regardez, on se parlait des déceptions la semaine dernière, tu sais, et il y en avait plusieurs dans l'association de l'Est. Tu sais, même Miami, même Columbus sont décevants. Toronto, avec tout l'argent qu'ils investissent, DC United, c'est des clubs qui sont décevants. Pourtant, c'est des clubs où le propriétaire investit énormément. Est-ce que on peut reprocher à Joey autre chose que son investissement, peut-être son implication d'un autre côté? À l'époque où il était impliqué, on voulait qu'il nomme un directeur sportif. On a toujours été dans une relation amour-haine envers le propriétaire de cette formation-là. Une relation douteuse, une relation malsaine que je m'explique mal, mais je me souviens très bien à l'époque où Joey Saputo était là, était impliqué. On voulait pas qu'il soit impliqué. On voulait qu'il parte, on voulait qu'il quitte, qu'il mette un directeur sportif. Kevin Gilmore est arrivé dans le portrait. Il y a eu le rebrand. On a cherché à tasser complètement Kevin Gilmore et là, on voulait le retour de Joey Saputo. Il s'est pris la tête et, peut-être les coudes avec l'entraîneur-chef Wilfrid Nancy, et là, soudainement, le discours a changé. Regarde, Joey Saputo serait mieux d'être loin. Et là, Joey Saputo s'est retiré pour le bien de cette formation-là, et là, on lui reproche. Regarde, on le voit, il est tout le temps à Bologne, trop souvent à Bologne, pas assez à Montréal. Bref, on a toujours eu un peu, j'aurais pu remonter à plus loin. Ce que je voulais, c'était vous rappeler des éléments que vous avez encore frais en mémoire. Donc, ça a toujours été un peu compliqué. On termine ça en rafale. Victoire Canada Soccer, Derek Cornelius qui s'inscrit au pointage 1-0. Victoire du Canada. Lewandowski, croyez-vous que c'est possible? Lewandowski dans un maillot canadien. Peut-être avec Mueller du côté de Vancouver. Je le trouverais beau. Je le trouverais beau, Lewandowski en bleu, blanc, noir. Quoi qu'il en soit, il reviendra pas avec la formation du Barça. Ça a été confirmé. Donc, Lewandowski sera sur le marché. Et ça aurait pu être intéressant pour la MLS de ramener Lewandowski du côté nord-américain. Il y aurait peut-être un fit naturel avec Vancouver, moins compliqué qu'avec le CF Montréal.
Ça va mal au LA Galaxy, vous le savez. Gabriel Peck, 16 millions d'euros offerts par l'OL. On a refusé l'offre. Vous dire à quel point on fait confiance à Gabriel Peck comme noyau au sein de cette formation-là. C'est tout démontré, mais un refus donc de 16 millions d'euros de l'OL pour les services de Gabriel Peck. Suarez s'est suspendu 3 matchs par la MLS, donc je pense que les gens attendaient ça. C'est ce qui s'est donné de plus sévère à venir jusqu'à maintenant, 3 matchs. Donc je pense que c'est bien. Il faut rappeler que les événements, malgré que ça nous fâche, malgré que c'est l'Inter de Miami, malgré qu'on les aime pas, c'est également des événements qui n'ont pas eu lieu donc en MLS. Mais 3 matchs de suspension, je pense que c'est légitime d'un côté, raisonnable de l'autre. Il a également une suspension à purger là, en Leagues Cup, mais je pense pas qu'il soit de retour, selon moi, en Leagues Cup. Fabrice Lassonde devient l'entraîneur-chef du CF Montréal U18. Très bon entraîneur-chef, très bon choix pour l'académie du CF Montréal. Fabrice Lassonde qui avait fait ses classes du côté de Beauport à Québec avec, bien sûr, dans la PLSQ, feu PLSQ, maintenant la Ligue 1 Québec, donc avec le Royal Beauport. Bonne chance à Guillaume Morissette, Louis Morissette, je vais le dire comme il faut. Bonne chance à Louis Morissette, co-sport.tv, belle plateforme de podcast, bien montée, bien organisée. On va suivre ça avec attention. Sans dire que je suis envieux, c'est un peu le modèle d'affaires que j'aurais aimé vous proposer ici à BBN et c'est vers là qu'on aimerait se diriger. Vous remarquerez que sur cosport.tv, le soccer sera absent complètement de la programmation. On aura le hockey, on aura le football, on aura le golf. Bref, il y en aura un peu pour tous les goûts, mais on a délaissé le soccer. Il y a peut-être un message à comprendre au niveau de la viabilité. Après 6 saisons, et je termine avec ça, après 6 saisons de la Première Ligue canadienne, un club de CPL devance un club de la MLS. Forge est au 50e rang du classement de la CONCACAF. Donc, première fois de l'histoire qu'un club de la CPL est devant un club MLS en CONCACAF. Il s'agit de Saint-Louis. Forge est 50e, sont à 4 points de Puebla, sont à 6 points de Montréal et Toronto et pourraient, là, d'ici la fin de la saison, les dépasser au classement. Ça va être intéressant à suivre. Donc, good job à Bobby et son équipe qui représente fièrement, soit dit en passant, la CPL. C'était votre podcast Soccer Bleu, Blanc, Noir. Jeff Morancé avec vous. Pour davantage, visitez bbnsoccer.com. On a tout ce qu'il faut pour là. Si vous voulez vous abonner, c'est toujours apprécié. bbnsoccer.com. On est là pour vous. 100% soccer.